Alors j'ai écrit Histoire d'un silence, qui est un livre qui raconte l'affaire Prénat, de ce qui s'est passé à Lyon dans les années 70 à 90, où un prêtre a effectivement abusé sexuellement d'un certain nombre de garçons, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'étais moi-même scout dans cette troupe, et donc quelque part j'étais malheureusement au premier rang de ces histoires-là, même si à l'époque on ne savait pas. Et puis parce qu'ensuite, un prêtre m'avait reparlé du père Prénat et m'avait dit c'était vraiment ces mots, ce type est un salopard, il y a un énorme dossier sur lui dans le diocèse de Lyon. C'était en 2005. Et donc je m'étais dit à l'époque, il faut absolument que j'en parle au cardinal Barbarin, et j'en avais parlé au cardinal Barbarin. C'est pour ça qu'en 2015, quand l'affaire revient, d'un seul coup, je me dis, mais d'abord, pourquoi le père Prénat n'est pas en prison? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, je me suis posé cette question sur moi-même, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que moi, quand j'en ai parlé au cardinal Barbarin, je n'ai pas moi-même essayé d'aller plus loin, de suivre cette affaire, de voir si vraiment on avait fait quelque chose sur le père Prénat, etc. Et puis comment cela se fait que dans cette paroisse que je connais bien, dans cette commune que je connais bien, dans cette ville que je connais bien, la ville de Lyon, eh bien, on a pu pendant 40 ans ne rien dire sur des crimes absolument monstrueux qui sont produits de manière industrielle, puisqu'on parle de 70 victimes déclarées, il y a sans doute une centaine de victimes en tout. Alors pour l'enquête sur l'affaire Prénat, j'ai voulu essayer d'aller voir tous les témoins. Alors c'est vrai que comme journaliste de la Croix, j'étais plutôt bien placée, puisque je connaissais bien le monde de l'Église, comme lyonnaise aussi, et puis en fait il se trouve que beaucoup de victimes étaient d'anciens amis ou d'anciennes connaissances. C'est un milieu que je connaissais très très bien, donc il me semblait qu'effectivement j'étais bien, bien habillée, bien habitée pour faire cette enquête. Et j'ai essayé de rencontrer tous les acteurs d'autrefois et les acteurs de maintenant, pour comprendre plusieurs choses. Je voulais comprendre comment se fait-il qu'on ait pu laisser ce prêtre, alors qu'il y avait des soupçons, il y a eu des soupçons très tôt sur lui, comment se fait-il quand on l'a dénoncé au cardinal de Courtrai, rien n'a été fait, comment se fait-il après que les évêques successifs n'aient rien fait, et puis aussi comment se fait-il que les parents, que les prêtres qui entouraient le père Bernard, et aussi que les victimes n'aient rien dit pendant tant d'années. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Histoire d'un silence, parce que c'est ce silence-là qui m'a interpellée, et qui est aussi mon propre silence. C'est-à-dire que moi, quand j'ai effectivement appris les choses en 2015, je me souviens très bien, c'était à la Croix, il y a un journaliste de la Croix qui arrive vers moi, qui me dit « Dis donc Isabelle, il y a quelque chose qui se passe dans ton ancien diocèse, un prêtre pédophile, le diocèse vient de publier un communiqué, c'est un ancien aumônier scout. » Et je lui dis « Bah oui, c'est le père Bernard Prénat. » Et il m'a dit « Mais tu étais au courant ?» Et là, je lui dis « Bah oui, j'étais au courant. » C'est-à-dire que moi, l'ancienne petite scout était au courant, la catholique de Sainte-Foy-les-Lyons était au courant, et la journaliste aussi, quelque part, était au courant. Et c'est ça que j'ai voulu comprendre. Comment est-ce qu'on avait tous, collectivement, pu avoir ce silence-là et pu avoir cette attitude-là. Alors donc il y a un procès qui s'ouvre aujourd'hui pour le cardinal Barbarin, accusé de non-dénonciation d'abus sur mineurs. Pour moi, c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas le procès d'abord du père Prénat, qui aurait dû avoir lieu avant. Parce que pour moi, de fait, le cardinal Barbarin a fait des erreurs de gouvernance, d'ailleurs je crois qu'il l'a lui-même reconnu, donc la justice va dire ou pas si c'est grave. Mais il ne faudrait pas trop se focaliser sur lui. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment un système qui a dysfonctionné. D'abord, c'est le coupable, c'est quand même le père Prénat, il ne faut pas oublier, c'est lui qui est le pédophile, qui est le criminel. Et puis, ensuite, c'est tout un système d'église qui a permis ces crimes et qui ensuite a fait le silence. Alors ce que j'attends du procès, moi, c'est qu'on puisse un petit peu remonter cette chaîne de responsabilité. Là, effectivement, les responsabilités du cardinal Barbarin et de son entourage, mais aussi les responsabilités de l'ensemble de l'Église. Pourquoi est-ce que cette Église a d'abord essayé de se protéger, de ne rien dire? Pourquoi est-ce qu'elle a eu peur à ce point du scandale? Pourquoi est-ce que les catholiques de l'église de Sainte-Foy-les-Lyons n'ont pas voulu dire? Pourquoi est-ce que les parents des enfants n'ont pas osé dire? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas mettre, ou du moins à l'époque, on ne pouvait pas mettre en cause un prêtre? Voilà, c'est vraiment tout ça que j'aimerais qu'on puisse dénouer de façon à voir où sont les différents degrés de responsabilité. Alors l'affaire Barbarin-Prénat qui a éclaté en 2015, a vraiment permis de faire évoluer l'Église de France. Et c'est très important, et ça, je crois que rien que pour ça, l'ensemble des évêques de France devraient être reconnaissants aux victimes, à l'association pour la parole libérée, parce qu'ils ont permis de faire avancer les choses de manière souvent un peu brutale, mais je pense qu'ils ont fait du bien au fond à l'Église, parce qu'en fait, ils ont fait prendre conscience aux évêques que ce n'est pas parce que des choses se sont passées il y a longtemps qu'il faut les enterrer.
C'est-à-dire que les victimes d'un viol, quand ils sont enfants, en fait, ils vivent toute leur vie avec ça. Et même 30 ans, même 40 ans après, il peut y avoir un besoin de justice, un besoin de le dire, un besoin d'être écouté et d'être reconnu comme victime. Et je crois que le problème des évêques avant cette affaire, c'était de se dire, bon, on va s'occuper des cas qui apparaissent aujourd'hui, mais le passé, on le laisse tranquille, surtout ne déterrons pas les vieilles affaires. Et du point de vue des victimes, c'est complètement faux. Il faut au contraire que les victimes puissent dire ce qui leur est arrivé. Alors je crois que depuis, l'Église a fait beaucoup de pas en avant, et il faut reconnaître ça quand même, hein, les choses se sont bien améliorées, il y a un certain nombre de procédures, de dénonciation qui se sont mises en place, des numéros verts, etc. Je crois que maintenant, il y a aussi un problème de mentalité. Je pense qu'il n'y a pas que les évêques dans l'Église, il n'y a pas que les prêtres dans l'Église, il y a nous tous catholiques. Et je pense que c'est aussi aux catholiques de prendre conscience que c'est leur affaire. C'est à eux de ne pas révérer les prêtres sans avoir un regard critique comme ils en ont entre eux-mêmes. C'est à eux d'être assez vigilants. Donc je crois que ce rapport prêtre-laïque qu'on a vu fausser, et on voit bien que les abus sexuels, c'est d'abord un abus de pouvoir, d'un pouvoir que le prêtre exerce de manière impunément sur les fidèles et sur les enfants. C'est aux laïcs aussi d'arriver à faire changer l'Église pour qu'on ne soit plus dans ce même rapport de pouvoir et pour que le prêtre ne se sente plus mis sur un piédestal avec une grosse pression sur ses épaules. Et finalement, pour certains qui sont de fait des criminels, le sentiment de pouvoir faire tout ce qu'ils veulent.